Voilà. Alors, premièrement, rebonjour. Deuxièmement, est-ce que vous avez des questions sur le cours, sur l'organisation, sur le libre, sur la dynamique? Est-ce que vous m'entendez aussi? Ah, ok. Pas de questions, ça a été le libre? Le 3, c'était un peu dur. Lequel qui était dur? Le dernier. Le- Ouais. Ouais, bah on va en refaire un qui ressemble aujourd'hui. Et quand tu dis que c'est un peu dur, t'as fini par y arriver ou vous y êtes pas arrivé? C'est, je suis arrivé à la T'as Comment? fini, t'as fini par y arriver, c'est ça que tu dis? Ouais. Ok, super, félicitations. Oui, de fait, c'était dur. Alors, cette semaine-ci, on était fort conscient qu'on vous avait donné beaucoup de travail. On a à la fin d'un chapitre, c'est la matière la plus difficile du cours, la dynamique, une fois qu'on met tout ensemble. Donc rassurez-vous, après ce sera plus simple. Euh, mais on avait envie, voilà, aujourd'hui sera le dernier cours de dynamique, on avait envie de clôturer ça. Comme ça, après on passe en énergétique. Mais voilà, vous allez avoir moins de boulot, vous en faites pas. C'était un peu exceptionnel cette fois-ci. Oubliez pas aussi que, voilà, s'il y avait la moindre question, pas hésiter à me contacter, hein, si jamais c'était pas clair ou quoi. On essaie à chaque fois de vous donner ça le plus tôt possible. On travaille vraiment non-stop, mais voilà, on est aussi conscient que c'est arrivé hier. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de tout finir? Non? Ok, super, super, super. Bon, ah bah alors on va se lancer. Aujourd'hui, on va faire un exercice, c'est pour ça qu'on vous avait demandé de le préparer, qui ressemble un peu à ce que vous venez de faire avec le Jenga, avec les deux masses l'un sur l'autre. Alors, avant de parler de cet exercice-ci, j'aimerais bien vous parler d'un truc. Si vous prenez votre main, alors c'est le pire à dessiner les mains, mais voilà, hop. Si vous prenez votre main et que vous mettez un bic dedans, mais que vous ne le tenez pas, vous posez votre bic comme ceci. Et que si on regarde de profil, vous inclinez votre main, donc ça c'est votre main, tout ici, et vous mettez votre bic là. Alors plus vous allez incliner votre main, plus votre main va s'incliner comme ceci, ben, plus votre bic il va tomber. Et d'ailleurs, à un moment au début, ben, il est posé sur votre main, plus vous relevez la main, plus votre bic tombe. Et il va tomber ben, comme ça. Il y a moyen de faire en sorte que le bic ne tombe pas. Alors, une méthode, ce serait d'employer la force centripète. Et donc, vous faites tourner votre main autour de vous. Mais il y a une autre méthode. La méthode, c'est de avancer la main par là. Donc, vous prenez votre bic et puis c'est comme si vous poussiez le bic. C'est comme si vous essayiez avec votre main d'aller en ligne droite. Et donc, vous avancez comme ça. Et ben, votre bic, si vous avancez assez vite, il va rester à la même hauteur. C'est ce qu'on fait ici avec cet exercice, sauf qu'on n'a pas une main et un bic, mais qu'on a ici un gros coin. On va appeler ça le coin, masse grand M, sur laquelle est posée une petite masse M. Alors s'il n'y avait pas de force en plus, ma masse petite m, elle tomberait sans doute. Mais ici, on s'arrange, on va pousser avec une force F pour s'arranger pour que m reste toujours à la même hauteur. Donc on va être en dynamique, hein, on va bouger, mais m va toujours rester à la même hauteur, petit m. Une manière de le voir, pour un peu essayer de vous convaincre, c'est que si on regarde un peu plus loin, ça c'est le niveau de m, ma masse elle devrait avoir descendu. Mais si je pousse mon coin il va avancer, il va se retrouver là, et vous voyez que même si ma masse voulait descendre, elle ne peut pas parce que j'ai mon coin qui s'est retrouvé en dessous, et donc elle se retrouve de nouveau
à la même hauteur. La question qu'on vous pose ici, c'est pour réussir à faire ça, à faire que ma masse M ici reste tout le temps à la même hauteur, quelle doit être ma force là? Et vous verrez que la force, elle doit être, si on prend G égale 10, entre 4,55 et 50 newtons. Ça, c'est la force que je dois mettre. Si je mets 5 newtons, 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons, 40 newtons, jusqu'à 50, ma masse petit m ici, elle va rester tout le temps à la même hauteur. C'est comme si elle était un peu en lévitation, comme ça. Si jamais je pousse plus fort ou moins fort, elle ne va pas rester. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si je pousse très fort, par exemple avec 2000 newtons? Elle va monter. La masse va monter. Ouais, c'est ça. Je vais pousser tellement fort que c'est un peu comme si mon coin allait trop vite par rapport à la masse. Et donc ma masse va monter. Donc ça, on va faire deux cas. C'est ici si F est grand. Si la force avec laquelle je pousse est grande, alors ici ma masse, elle va avoir tendance à monter. Et par contre, comme vous l'avez sans doute compris, si la force avec laquelle je pousse est petite, ma masse, elle va avoir tendance à faire quoi? Elle va avoir tendance à descendre. Et donc on a déjà deux cas, parce que si ma masse a tendance à monter, ça veut dire que les frottements sur ma masse vont aller comme ceci. Alors que si ma masse a tendance à descendre, mes frottements sur ma masse vont aller comme ceci. Eh ben, c'est parti, regardons un peu justement quelles sont les différentes forces sur les deux schémas. Et donc ici, vous êtes d'accord avec moi, on vient de le dire, hein, que s'il y a des frottements entre la masse petit m et la masse grand M, ils viennent là, et qui ici seront dans l'autre sens, puisqu'on va toujours s'opposer au mouvement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force sur ce schéma? Le poids de M et la force normale. Ouais, donc j'ai le poids ici de M, je vais appeler ça P petit m, et la force normale, comme ça, hop. Et c'est la même chose dans l'autre cas, hein. C'est exactement la même chose, la seule chose qui change, c'est ici les forces de frottement. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Alors mon N n'est pas très bien fait, juste pour que ce soit 100% clair, ça doit être perpendiculaire, hein. Donc je vais pas le faire à la main, je vais le faire à la latte. Hop, voilà, ici j'ai N. Est-ce qu'il y a d'autres forces qui agissent ici ou que je dois prendre en compte? Non, c'est tout, non? Voilà, alors sur la masse petit m, c'est tout. Maintenant, pour réussir à trouver N, pour réussir à trouver la force de frottement, on va avoir besoin, puisqu'on cherche après tout F, hein, F, ça agit sur la grande masse M. Donc maintenant, on va regarder quelles sont les forces sur la masse grande M. Et quelles sont les forces sur la masse grande M? Est-ce que vous sauriez me dire ça? Le poids Ouais, ça c'est toujours un bon début. et la force. Et la force. Alors, juste pour le fun, je vais la dessiner petite, comme on est dans le cas où F est petit. Et ici, je vais la dessiner grande. Mais c'est pour le fun, hein. En fait, on n'emploie de toute manière pas la taille des vecteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? La masse du petit m, non? Qu'est-ce que tu veux dire par la masse du petit m? Enfin, la force qu'il exerce sur La le... réaction.
C'est ça. Il y a action-réaction. Et donc, c'est quelle force qu'il exerce petit m sur la masse d'en dessous? Son poids. Son poids. Alors, quand il y a des appuis, c'est toujours perpendiculaire aux appuis. Or, on voit que le poids, il n'est pas perpendiculaire. Alors, c'est Quelle N. force? C'est N. Donc ici, la masse petit m, elle pousse sur la masse grand M, mais elle pousse perpendiculairement. Et par action-réaction, en fait, c'est cette force-là qui est l'opposé. Donc ici, je retrouve la force. D'accord? Ça, c'est par action-réaction. Je pourrais dire que N est égal. Donc ça, c'est la réaction normale pour la masse petit m est égale à la réaction normale pour la masse grand M. Et ça, c'est par action. Réaction. En fait, la réaction normale, c'est la masse grand M qui pousse sur la masse petit m, qui dit ah tu es sur moi, je te repousse. Ben, il y a l'effet inverse. La masse petit m, elle pousse aussi la masse grand M. D'ailleurs, si vous imaginez comme ceci, cette fois-ci sans rien, j'ai le poids ici. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, j'ai la normale là et les frottements ici. Ben, vous voyez qu'avec les frottements sur l'autre système, avec les frottements avec la normale sur l'autre système, ça va pousser mon coin de l'autre côté. Et donc, si jamais il n'y avait pas de force, mon coin il reculerait et ma masse elle avancerait. Oui, ça va se séparer comme ça. Lui il va partir par là et lui il va partir dans l'autre sens. Vous pouvez essayer ça hein, si vous prenez un glaçon et que vous mettez, il faut le tailler seulement, mais si vous mettez un glaçon sur un glaçon, ben, les deux vont s'écarter chacun de leur côté. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Non, c'est tout, il n'y a plus. Il y en a encore, il y en a encore. La réaction de grand M par rapport au petit. C'est-à-dire? Bah, là, on avait dit que le petit M, il exerce la force normale par rapport à grand M. Mhm. Bah, il y a aussi l'inverse. Elles sont déjà toutes les deux là. Hein. Tu vois, il y a ceci Non, oui, c'est vrai. et ceci. Alors, ici, j'ai deux systèmes l'un sur l'autre. Et donc, tout ce qui est de force entre les deux systèmes, par exemple, la normale, c'est une force entre les deux systèmes, puisque j'ai le... Puisque j'ai le sol entre les deux, qui fait un appui, c'est de là que vient la réaction normale. Mais qu'est-ce que j'ai comme autre force entre ma masse petit m et ma masse grand M? Vraiment qui vient de l'interaction entre les deux surfaces. La force de frottement. La force de frottement. Ça, c'est pour ça que je vous avais donné l'exercice de Jenga, hein, c'est pour vous préparer un peu à ça. Il y a une force de frottement par action-réaction. Et donc, j'ai ici une force de frottement qui est opposée à l'autre force de frottement. Donc ça, il faut vraiment le voir. Et c'est pour ça que je vous avais fait d'abord l'exercice avec deux blocs l'un sur l'autre. Si ce bloc-ci part par là, si je mets une force par là et qu'il va partir par là, qui va avoir une vitesse par là, ben alors il va être bloqué par le bloc du dessus qui va lui faire une force de frottement par ici. Mais par action-réaction, donc ça c'est les forces sur mon système vert. Par action-réaction, si on appelle ça le système bleu, il y a une force de frottement qui va entraîner le système bleu. En soi, c'est vraiment une force entre deux surfaces. Et donc, s'il y en a une qui frotte sur l'autre, l'autre force sur l'une. C'est un peu comme je dis souvent, si vous prenez une brique sur un mur en crépi,
bah, c'est pas juste la brique qui va être abîmée, ou c'est pas juste le crépi. La force, elle s'exerce des deux côtés. Votre brique va être abîmée et votre mur va être abîmé. Et quand vous allez racler la brique sur le mur, vous imaginez votre brique ici, et vous avez votre mur en crépi. Un mur en crépi, c'est très rêche, hein, il y a plein de petites piques. Si vous prenez votre brique et que vous la poussez vers le bas comme ça, c'est comme si vous étiez en train de pousser le mur vers le bas. Ça, c'est quoi? C'est la force de frottement de la brique. Oh, j'ai pas envie d'écrire en entier. Je vais juste écrire, enfin, ouais, non, de la brique sur le mur. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que votre brique, vous allez avoir dur à la descendre, etc. C'est qu'il y a une force de frottement du mur sur la brique. Il y a toujours action-réaction dès qu'il y a un contact entre deux forces. Et d'ailleurs, pour info, c'est quoi l'action-réaction du poids? La gravité. Oui, mais du coup, ici j'ai une force, le poids. J'ai ma petite masse qui est attirée par la Terre. Et du coup, par action-réaction, qu'est-ce qui se passe? La Terre, elle repousse. On le repousse. La Terre est attirée par ma masse. Donc, ma masse est attirée par la Terre, et donc par la Terre est attirée par ma masse. Donc, on va le faire avec des trucs où c'est plus vrai. La Lune est ici, la Terre est ici. Bah, la Lune, elle est attirée par la Terre, mais la Terre est attirée par la Lune. C'est ce qui explique, entre autres, bon, il y a d'autres choses, hein, mais les marées, typiquement. Là, il y a action-réaction. Pourquoi on considère jamais action-réaction? Parce que ici, on regarde jamais les forces sur la Terre. Ça ne nous intéresse pas de savoir si la Terre, elle va bouger vers le haut ou vers le bas. Et aussi, rappelez-vous qu'on a F égale ma. Oups, ça, c'était pas voulu. On a F égale ma. Donc ici, on aura une force sur ma Terre. Mais regardez ici, la masse de la Terre, ça va être immense. Votre Terre, il faudrait une force incroyable pour qu'elle commence à bouger. Alors oui, être attiré par le Soleil ou quoi, ça marche. Mais être attiré par votre petit bloc de 2 kg, il va rien se passer, hein. Voilà, donc pour résoudre cet exercice, pas oublier, quand on a des interactions entre deux objets, il y a toujours action-réaction. Pas rien que pour des réactions simples dont on a l'habitude, genre une force, mais aussi pour les forces de frottement, pour les réactions normales. Sinon, on va avoir des problèmes. Monsieur? Oui. Vous voyez dans l'exercice 3, là, comme la petite masse. Attends, dans l'exercice 3, Où il y a la petite masse qui est attachée à un câble. celui-là? Non, non, mais il sera pas là. Ah oui, non, dans le libre. Ouais. Oui, La donc, petite masse, elle est attachée à un câble. Du coup, il n'y a pas les forces de frottement. si. Donc, je vais faire ça ici, dans des questions. Dans cet exercice-ci, vous aviez... Je le fais vite, hein, ce sera peut-être pas tout à fait droit, mais... Hop. Vous aviez ici une masse, enfin un bloc plutôt, avec un petit bloc au-dessus, qui est retenu par une corde. En termes de force, j'avais le poids ici, et le poids ici. Et puis si on regarde, ici il fallait commencer par regarder la grande masse. Cette grande masse, elle va avoir tendance, vous voyez, il y a son poids qui va la tirer par là. Donc elle va avoir tendance à descendre. Imaginons qu'il n'y ait rien d'autre, cette masse, elle aurait dû descendre comme ça. Ça veut dire qu'il y a les forces de frottement qui l'empêchent de descendre. Et donc si j'ai des forces de frottement, elle est coincée entre deux parties. C'est un peu comme si elle était coincée entre deux murs.
voyez, si je suis coincé entre deux murs, j'essaie d'aller par là, et donc je vais avoir la force de frottement du mur au-dessus, la force de frottement du mur en dessous. Et donc ici, ce sera pareil. J'aurai une force de frottement ici, que je vais appeler la force de frottement du sol. Et j'aurai encore aussi une force de frottement. Ici, je vais juste appeler force de frottement. Ça, c'est la force de frottement entre les blocs. Alors, rappelez-vous, ici, on était en équilibre statique. Ça veut dire qu'on était à la limite de ce que ça peut tenir. Qu'il suffisait d'un petit changement et ça tombe. Ça veut dire que ma force de frottement, elle est égale à ma force de frottement max, c'est-à-dire μs fois n. Et pareil pour ma force de frottement du sol. C'est égal à la force de frottement du sol max, puisqu'on est vraiment à la limite. C'est μs fois la réaction normale du sol, en fait. Et là, ce sera la réaction normale entre les blocs. C'est vraiment chaque fois μs fois n. N, c'est la réaction avec la surface de frottement. Et donc, il manque mes deux forces ici. Il manque n sol et n entre les blocs. N sol, c'est quoi? C'est comment mon bloc est posé sur le sol. Donc ici, je vais avoir n sol. Et n entre les blocs, c'est comment mon bloc du dessous pousse sur mon bloc du dessous. Donc je vais avoir ici n entre blocs. Ça, c'est les différentes forces que j'ai sur ce bloc. Et pour le bloc du dessus, bah du coup, par action-réaction, j'ai aussi n entre les blocs. Et j'ai aussi la force de frottement. Juste par action, je vais mettre là pour qu'on voit mieux, mais j'ai aussi une force de frottement ici. Et qu'est-ce qui fait que mon bloc du dessus ne tombe pas? Parce que pour l'instant, vous voyez, j'ai plein de forces par là, hein. J'ai Px par ici, j'ai la force de frottement par ici. Qu'est-ce qui fait que ça tient? C'est la tension dans la corde. Ici, j'ai la tension. Voilà pour les forces qu'il y avait là-dessus. C'est clair ou pas? Ça, c'est ce que vous aviez trouvé? Oui. Et après, il faut résoudre ce système. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus loin ou pas. Ouais, je retourne sur l'autre. Oui. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc, ici, on va avoir quelque chose de très similaire. Ce qui fait qu'il manque, du coup, quelques forces. Il manque ici la réaction du sol. Et bon, si elle manque d'un côté, elle manque de l'autre, évidemment. Alors, je vais juste décaler ça. Voilà. Et puis, normalement, il manquerait justement une force de frottement ici, avec le sol. Mais dans l'énoncé, on vous dit, Chops, où est-ce qu'on vous le dit? Voilà, le coin. Donc le coin, c'est ça, hein. Il glisse sans frottement sur une surface horizontale. Donc ici, on va supposer qu'en bas, il n'y ait pas de frottement. Pourquoi? Simplement pour simplifier un peu l'exercice. Il est déjà long comme ça. Alors si en plus on doit rajouter un terme là, ça rajoute pas grand-chose d'intéressant. Et donc ici, j'ai fini de mettre mes forces. Enfin, hop, voilà, pardon. J'ai fini de mettre mes forces. Ceci, on va pas en prendre compte. Alors, je vous propose de commencer, comme j'ai deux choses à résoudre, hein, avec des forces de frottement différentes, de commencer par à gauche. Et donc, comment est-ce que je peux résoudre cet exercice? Qu'est-ce que vous feriez?
On met les axes. Ok. Et on choisit comment les axes? Y vertical et X horizontal. Non, incliné, c'est bon. Le même pour les deux systèmes ou un séparément? Pour le M, c'est ça. Pour le grand M, c'est ça. Et puis pour le petit, on va mettre incliné. Ok, donc ça c'est... Vous me dites pour le grand M, X, Y comme ça, c'est ça? Et pour le petit C'est M, ça. comme ceci. Et voilà. Ok. Eh ben, en fait, on va prendre celui-ci pour les deux. Alors, avant de vous expliquer ça, j'aimerais bien juste faire un petit attention. Le système d'axe que tu as choisi, il va marcher, hein. N'importe quel système d'axe marche. Il y en a juste des plus simples que d'autres. Des plus simples, pourquoi? Pour la résolution mathématique. Dès qu'ils vont permettre de simplifier, de faire moins de stochastique ou quoi. Quand on est en dynamique, il y a toujours un système d'axe plus simple que les autres. Rappelez-vous, ici on a deux dimensions. Donc j'ai somme des forces selon Y égale la masse fois l'accélération. Qu'on va écrire somme des forces selon X égale la masse fois X. Et somme des forces selon Y égale la masse fois Y. Ça, c'est ce qu'on va faire. Mais il y a toujours moyen, sauf quand il y a de la rotation, de se mettre dans le cas où on est en statique d'un côté et donc de l'autre côté, on est 100% en dynamique. Je m'explique. Ici, regardons un peu ce qui se passe. J'ai mon coin. Mon coin, il est comme ça, hop. Et puis il va avancer. Voilà, je fais ça à la grosse louche, hein. Et ce qui est important, c'est que ma masse petit m va rester... Ok, bon, là, elle est en lévitation, c'est pas une bonne idée. Ma masse petit m va rester à la même hauteur. Alors, regardez bien. Si je prends votre système d'axe, c'est-à-dire celui que vous avez mis comme ça, avec Y ainsi, et X ainsi. Alors, ma boîte, au début, elle est en 0, 0. En 0 selon X, en 0 selon Y. Par contre, après, vous voyez que ma boîte, elle est, disons, je vais inventer, mais en 4 selon X. Et puis, elle est en 3 selon Y, disons. Donc, vous voyez qu'ici, selon Y, elle a bougé. En fait, elle a monté. Alors, c'est assez compliqué à voir, mais avec mon schéma, je pense que c'est assez clair là. Vous voyez que ma masse, elle n'est pas restée. Si elle était restée à 0, elle serait restée ici. Mais là, elle a monté. Et en X, elle a bougé aussi. Et donc là, j'aurais vraiment la somme de mes forces selon Y égale M à Y. Et la somme de mes forces selon X égale M à X. Est-ce que c'est faux? Non. Il y aurait tout à fait moyen de s'en sortir comme ça. Mais il y a moyen de faire plus simple. Il y a moyen de faire ça avec un autre système d'axe, qui est le système d'axe classique en fait. Qui est le système d'axe où on dit X, il va par là. Et Y, il va ici. Et là, vous voyez que selon X, on a bougé. On est par exemple en 5 selon X. Mais selon Y, on reste en 0. Et donc, si j'écris les équations dans ce cas-là, j'ai la somme des forces selon Y qui est égale à 0. Et la somme des forces selon X qui est égale à M. Et juste A, en fait. C'est pas à X, puisque là, j'ai toute mon accélération qui est dans cette direction-là. Et vous voyez qu'écrire ces équations-là va être beaucoup plus simple. Avoir un truc égal à 0, c'est hyper précieux en maths. Ça permet souvent de trouver très vite des réponses. Et donc, ça va vous simplifier la vie pour tout ce qui est système d'équations, etc. Donc,
pour résumer, quand vous choisissez un système d'axe, jusqu'à présent, comme on était en statique ou dans des cas simples en fait, où c'est toujours la même chose, on avait regardé ce qui était le plus simple pour décomposer les forces. Mais l'idéal de l'idéal, c'est de toujours choisir une direction qui est statique, une direction qui est dynamique. Et en fait, on l'a fait sans qu'on s'en rende vraiment compte. Mais vous voyez, quand j'avais une poulie avec une masse ici, je choisissais mes axes comme ça. Bah oui, regardez, selon Y, c'était dynamique, on bougeait comme ça. Et selon X, il se passait rien du tout, c'était statique. Donc bon, c'est évident, puisqu'il n'y avait pas de force ni rien, donc ça semblait logique. Mais toujours, on choisit une direction 100% dynamique, une direction 100% statique. La raison, simplifier les équations le plus possible. Est-ce que c'est clair ce choix? Un tout petit peu. Mais monsieur, s'il n'y a pas moyen de choisir que Y ou X est statique, on fait comment? Alors, comme j'ai dit, alors tu retomberas dans des trucs comme ça et tes équations seront un peu plus compliquées. C'est pas grave si tu sais pas le faire, mais tu sauras toujours le faire en fait. Quand tu dis qu'il n'y a pas moyen, il n'y a aucune situation physique où il n'y a pas moyen. En fait, il y a toujours moyen de mettre ton système d'axe dans le sens du mouvement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois. Et donc, peu importe la situation, il y aura toujours moyen de se dire, bah, je vais mettre mon axe X par exemple dans la direction dans laquelle va mon accélération. Parce que peu importe où va ton vecteur, si tu as un vecteur accélération par là, bah, tu peux toujours dire je prends mon système d'axe comme ça. Ok, ok, je vois. Merci. Pas de souci. Monsieur, Oui, j'ai bien compris du coup, genre, on doit essayer de trouver comment dire, des axes pour essayer d'avoir selon Y ou X en statique, mais j'ai pas compris pourquoi là, en prenant le classique, on est selon Y en statique. alors parce que ici, le sol bouge. Habituellement, ton sol est immobile. Et donc, ta masse, elle va descendre ici. Et tu vois que là, si ça c'est Y, là elle est en 0 selon Y, là en 0, là en 0, donc elle ne change pas selon Y. Mais ici, le mouvement, il est global. Et donc, ton système d'axe, il va pas bouger. Ton système d'axe, tu le mets une fois pour toutes, il est là. Ton système d'axe, il peut pas suivre un objet. Sinon, c'est pas un système d'axe bien défini, en fait. Et donc, au début, tu as ta masse ici, qui est en fait posée sur un coin. Pardon. Qui est en fait posée sur un coin. Mais ce coin, il va avancer. Ce coin, il va avancer avec la masse. Là, j'ai raté ma plate. Comme ce coin avance, ce qui compte, c'est que ta masse reste à la même hauteur. Tu vois, si j'appelle ça, ici j'étais à une hauteur h, je suis à la même hauteur tout du long. Mais c'est le coin et la masse qui avancent. C'est pas le système d'axe. Et mon système d'axe, il reste là. Et donc, tu vois, quelque chose qui est en 0, 0, bah ici, il va se retrouver, si ça c'est 1, 2, 3, 4, on va dire il va se retrouver en 5,5 ici selon x. Mais il va aussi bouger selon y. Tu vois, ici, tu étais monté en fait par rapport à ton axe. Si tu tournes la tête pour te mettre dans le sens de y, et te garde bien comme ça, bah, tu vois que ici, si ça c'est ton sol, en tournant la tête, tu vois qu'ici tu as monté d'une certaine hauteur. Donc tu vois que tu as bougé selon x et y, vu ce système d'axe-là. C'est plus clair ou pas? Oui. C'est assez contre-intuitif, hein. C'est pour ça que le petit schéma peut aider. Et aussi de tourner la tête pour bien se rendre compte, tiens, mon système d'axe il est comme ça. Et donc oui, nous on voit bien que c'est à la même hauteur, mais c'est à la même hauteur quand on considère un système d'axe comme en vert. Si on en considère un comme en rouge, bah on a bougé en fait. Maintenant, ne vous torturez pas trop non plus,
comme je dis, c'était tout à fait possible d'y arriver ainsi. La seule chose, c'est que c'est plus de maths. Et quand on fait des maths, ben, plus c'est long, plus on perd du temps à l'examen. Et aussi, plus on a de chances de faire une erreur d'inattention. Et donc, je vous conseille d'essayer de chaque fois maintenant de réfléchir, tiens, une direction statique, une direction dynamique. Et c'est en ça que cet exercice est compliqué. Pour moi, les 2 points de difficulté sont les actions-réactions ici, les forces de frottement et de la normale, pas oublier qu'elles existent. Et le deuxième point, c'est choisir le meilleur système d'axe qui est selon Y en statique, selon X en dynamique. Ok. Eh ben, une fois que ça c'est fait, on peut juste passer à la suite. Alors je vais effacer tout ceci puisque c'est surtout beaucoup d'explications. Le dessin en lui-même vous apportera pas grand-chose sur les notes. C'est parti. Ok. Alors je vous propose de faire, si la force est petite, donc le schéma de gauche. Est-ce que vous préférez commencer par le système rouge ou le système d'équation? Bleu, Pourquoi? parce que c'est le plus simple, non? Trace à langue. Alors, moi je vous conseille, désolé, de commencer par le rouge. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas le plus simple, mais c'est celui avec le moins de force. Vous voyez, j'en ai 3. Et donc, s'il y a un endroit où je vais avoir vite des résultats, par exemple dire la normale c'est 10, par exemple, hein, j'invente. Mais vraiment un nombre, une réponse, pas une équation qui dépend d'inconnus, etc. Mais vraiment une réponse. J'ai beaucoup plus de chances d'en avoir une où j'ai que 3 forces qu'à l'endroit où j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, évidemment, si vous commencez par le système bleu, ben, il n'y a aucun souci, hein, ça va aussi marcher. C'est juste qu'à un moment, vous allez être bloqué en mode « Ah, il me manque des équations » et vous allez devoir passer au premier système, au système rouge. Alors que si vous faites l'inverse, vous aurez la satisfaction, c'est plus chouette pour avancer, de se dire « Ah, ok, j'ai déjà un résultat ». Moi, je vous conseille de toujours commencer par les plus petits systèmes, avec le moins de force. Rappelez-vous, quand on avait des trucs comme ça, ici j'avais 2 forces, ici j'avais 2 forces, ça donnait vraiment envie de commencer par ceux-là, ça semblait les plus simples à résoudre. Encore une fois, c'est pas obligatoire, moi je vous le conseille. Et donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par le système, je vais appeler le système 1, qui est la masse. Petit m. Et donc, on a dit que selon Y, on était en statique ou en dynamique? Ouais, c'est ça. Statique. Pourquoi? Parce que ma hauteur reste la même tout le temps. Si je regardais ma masse, on la verrait là, et puis encore là, et puis encore là, encore là, avec chaque fois le coin qui avance, mais la masse resterait tout le temps à la même hauteur. Et donc, il faut décomposer tout ça. Alors, je vais le faire pour vous, pour gagner un peu de temps. Dites-moi juste s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans ce que je fais. J'ai NY ici, avec NX là. J'ai la force de frottement selon Y. Et ici, la force de frottement selon X. Quelles sont mes forces selon... J'écris ici.
Ah, j'ai pas entendu le début de ta phrase. NY. NY. Force de frottement Y. Oui, la force de frottement Y, plus ou moins. Plus. Plus. Et quoi d'autre? Moins P. Égale à 0. Égal à 0, exactement. Alors, on a ici un angle alpha. Je vais le réécrire là en petit, en orange. Moi, j'aimerais bien enlever tous ces Y ici, avec des cosinus et des sinus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que alpha se retrouve ici? En soi, c'est juste le même angle. On l'avait là, bah, il se retrouve ici en haut. Ça pose de problème à personne, ça? Non. Et est-ce que vous êtes Non. d'accord qu'il se retrouve ici aussi? Du coup, oui. Ça, vous pouvez le voir avec le fait que ce côté-ci, il a tourné de 90 degrés, il se retrouve comme ça. Et ce côté-ci tourne aussi de 90 degrés, il se retrouve comme ça. C'est bien l'angle qu'on a là. Du coup, on peut dire que NY, c'est fois cosinus ou sinus? Cosinus. Fois le cosinus, oui. Fois la force de frottement. Et cette fois-ci, cosinus ou sinus? Sinus. Hop là. Sinus, car ici, c'est bien l'opposé. Hein. FFY à où est l'angle. Ok. Alors, dans cette équation, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas N. Et on ne connaît pas la force de frottement. Maintenant, regardons un peu ce qui va se passer. Réfléchissons un petit peu. Il est possible que je trouve une force avec laquelle je pousse mon coin pour que le bloc il reste pile poil en apesanteur comme ça. Qui reste tout le temps, pardon, qui reste tout le temps à la même hauteur. Mais si je pousse pas assez, bah, mon bloc il va vouloir descendre. Ma force ici sera pas suffisante, mon bloc va vouloir descendre. Et qu'est-ce qui va empêcher de descendre? C'est la force de frottement. Et si je pousse encore moins, il va vouloir descendre encore plus. Et la force de frottement va être encore plus grande. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment où ici je vais pousser le minimum possible, ce qui fait qu'il voudra descendre beaucoup. Et c'est quand le moment où on pousse au minimum, c'est quand mes frottements ont atteint leur maximum. De fait, si je pousse moins que ça, mes frottements ils arriveront plus à contrebalancer. Et donc ma masse tombera. Or nous on demande qu'elle reste là. Mais c'est pas, il n'y a pas une valeur de force où ma masse reste. Il y a un ensemble de valeurs de force. Pourquoi? Parce que j'ai les frottements qui vont faire le reste du boulot. Je pourrais trouver une force où mes frottements ne sont pas nécessaires. Et puis des forces où il faut un peu de frottement pour que ça tienne. Et des forces où il faut plus de frottement. Mais rappelez-vous, les frottements, ça s'adapte à ce qu'il faut jusqu'à un maximum. Un maximum qui est égal à mu s fois n. Est-ce que c'est clair ça? Oui. Et donc, ici, on va plus juste regarder si f est minimal. On va dire si f est... pardon, on va plus juste regarder si f est petit. On va regarder si f est minimal. C'est le plus petit qu'on peut autoriser. Alors, qu'est-ce qui change? C'est que mes forces de frottement, elles sont arrivées au max.
Alors, on aurait pu faire ça dès le début, hein, mais c'est pour en profiter pour vous faire un rappel sur les forces de frottement. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, et ce cas uniquement, je peux écrire n cos alpha plus ici mes forces de frottement maximales, donc mu s fois n fois sin alpha moins mg égale 0. Et j'insiste vraiment, si on vous avait dit je pousse avec 10 newtons, vous auriez trouvé la force de frottement nécessaire pour que ça tienne avec 10 newtons. Mais ici, on vous dit, ben voilà, j'aimerais bien trouver toutes les forces qui marchent. Ben, si je trouve la plus petite force, et que je trouve ici, vous l'avez compris, on va regarder si F est maximal, c'est-à-dire on pousse tellement fort que la masse elle a envie de décoller vers le haut, mais heureusement mes frottements ils sont là pour contrebalancer, mais ils ont atteint leur maximum. Ben, si je trouve le minimum, disons 5 newtons, et si je trouve le max, disons 50 newtons, eh ben, je sais que toutes les forces entre ce minimum et ce maximum marcheront. Je sais que si je pousse avec 5 newtons ou 6 ou 7 ou 8, ma masse tient. Elle ne tient pas pour les mêmes raisons. Par exemple, à 5 newtons, c'est parce qu'on est au maximum de frottement qui empêche d'aller vers le bas. À 50 newtons, c'est parce qu'on est au maximum de frottement qui empêche d'aller vers le haut. Donc, ce n'est pas les mêmes forces de frottement. Mais moi, en tout cas, je vois toujours la même chose. Mon bloc, il reste à la même hauteur. Donc, faites pas trop vite cette étape-là. Vous ne dites pas toujours, ah oui, les frottements, c'est mu s fois n. Non, non, c'est les frottements quand on est au maximum. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ou pas? Non, ça a l'air limpide. Ok. Bah là, la bonne nouvelle, c'est que l'exercice, il est grosso modo fini en fait. Maintenant, c'est des maths. Ici, je peux mettre n en évidence, parce que c'est ce que je cherche. N, c'est cos alpha plus mu s sin alpha. Il restait mon moins mg ici, que je vais faire passer de l'autre côté du égal. Donc ça devient plus mg. Et donc, je trouve que n, c'est égal à m fois g sur cos alpha plus mu s sin alpha. On vous a donné tout ce qu'il faut avant. Donc la masse M, c'est 500 grammes. Donc c'est 0,2. 0,5, pardon. Petit g, on va travailler avec 10. Cos alpha, c'est 36,87 degrés. Mu s, on vous le donne aussi, c'est 0,5. Fois sin de 36,87 degrés. Ceci vous donne à quel point votre masse petit m s'appuie sur la masse grand M, et inversement, puisque c'est une action-réaction. Et ça nous donne 4,55 newtons. Ça, c'est la première étape de mon calcul. Et c'est exactement ce que je disais. Avec les choix qu'on a fait, avec notre choix de système d'axe, vous voyez ici, on a un égal 0. Ça vient du fait qu'on est en statique. Et donc, le fait d'avoir un égal 0 et d'avoir commencé par un système avec pas beaucoup de force, ça nous permet en une équation de déjà avoir une réponse, une valeur. Ce qui est quand même vachement cool. Qui permet de ne pas commencer à faire plein d'équations avec plein d'inconnus et de devoir faire des systèmes d'équations. Ici, j'ai déjà une équation avec une valeur. C'est donc un début agréable. Mais comme je dis, c'est juste agréable. Sinon, vous auriez eu ici la masse
fois l'accélération selon y. Et il aurait fallu dire, ok, j'ai mon plan ici, son accélération est comme ceci. Et il aurait fallu décomposer ça selon un système d'axes avec AX ici et AY ici. Et vous amusez avec les Stochatoa, etc. C'est tout à fait faisable, mais c'est un peu plus de calcul que ce qu'on a fait. Et moi, j'aime pas le calcul. Ok, alors je vais arrêter le partage un instant pour pouvoir reprendre le graphique au slide suivant. Hop. Et voilà. Je vais vous repartager ça. Voilà. Donc on venait de trouver que la normale n vaut 4,55 newtons. Ça, c'était grâce à l'équation selon y. Eh ben, on va faire la même chose selon x. Selon x, comme on l'a vu, avec notre choix, on est en dynamique. Tout mon objet va aller comme ça vers la droite, donc je suis en dynamique. Alors pour accélérer un petit peu, et aussi parce que j'ai l'impression que vous suiviez bien, qu'est-ce que je peux dire que j'ai selon x? J'ai nx moins la force de frottement selon x. Mon poids, il est pas selon x. Et donc en fait, j'ai juste ces deux forces-là. Et ça, c'est égal à la masse. Alors à quelle masse? À la masse de l'objet que je considère, donc à petit m, fois l'accélération selon x, mais ici c'est l'accélération tout court, puisque je vais 100% selon x. Ici, tout mon système a une accélération comme ceci. Et c'est la même. A petit m est égal à A grand M. Pourquoi? Parce qu'ils bougent ensemble. Et ici, donc, c'est bien plus 1, puisque mon système est en train d'aller dans le sens positif, dans le sens des x. Bon, comme d'habitude, moi, j'aime pas trop les x ici. Donc, on va décomposer ça. En voyant ici, grâce à mon schéma, que j'ai n fois sinus d'alpha pour nx, moins les forces de frottement, et cette fois-ci, ce sera cosinus d'alpha égale m1. Et on est toujours dans le cas où f est minimal et où donc les forces de frottement sont maximales. Et donc si j'ai n fois sin alpha, moins la force de frottement maximale, c'est-à-dire mu s fois n fois cos alpha égale m1. Et là, on voit que je vais pouvoir trouver tout de suite l'accélération. L'accélération, c'est égal à n fois sinus alpha moins mu s n fois le tout divisé par la masse. Donc ça, si on remplace par les valeurs, n c'était 4,55, alpha c'est 36,87 degrés, et donc je suis en train de le faire pour vous. Et ici j'ai 1,4
82. C'est une accélération, donc c'est des mètres par seconde au carré. Et voilà, c'est ça qui est assez dingue en fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là je connais l'accélération du système. Je la connais, 1,82 mètres par seconde au carré, sans même connaître F. Je ne sais même pas quelle est la force F, j'en ai pas encore eu besoin. Mais rien qu'en sachant que mon bloc doit rester en l'air, je dois avoir un certain équilibre précis. Cet équilibre, c'est entre les forces de frottement et la normale. Cet équilibre doit me donner MA et ma force de frottement, elle ne vient pas au hasard, elle vient de la normale. Et la normale, elle ne vient pas du hasard, elle vient du poids. Et donc rien qu'avec en fait l'angle ici et le poids de l'objet qui est là, il n'y a qu'une seule valeur d'accélération qui est possible. Si jamais j'accélère plus fort, ça va monter. Si jamais j'accélère moins fort, ça va descendre. Maintenant, n'oubliez pas que les forces de frottement peuvent s'adapter. Et donc, si jamais j'avais des changements, si jamais je poussais plus fort ici avec ma force F, je garderais la même accélération, c'est juste que je serais plus freiné par les forces de frottement au niveau de ma petite masse. Donc c'est tout un équilibre. Là, on a fait le système en rouge de la petite masse M. Maintenant, on peut passer au système en bleu, qui est le coin M. Comme je pense que ça commence à aller, je peux le faire rapidement avec vous. Selon Y, dites-moi là du coup, interrompez-moi si c'est pas clair. Hein. Et essayez toujours d'anticiper ce que je dis pour essayer un peu réfléchir vous-même. Mais selon Y, on est bien en statique. Et selon Y, on a quoi comme force? On a la réaction du sol. Et puis, je vais les mettre en vert clair. Et vous voyez que ça va vite devenir un peu le bazar. Mais j'ai ici NY avec NX là. Et j'ai ici la force de frottement. Et la force de frottement ici. Ça, c'est X. Et ici, j'ai la force de frottement Y. Alors, vous voyez que le schéma ne ressemble plus à grand-chose. Hein. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est refaire un schéma à part, avec juste l'objet qui vous intéresse. Si j'étais au tableau, j'aurais sans doute fait quelque chose comme ceci. C'est-à-dire que j'ai mis la petite masse ici en pointillé pour dire pour l'instant, je considère le coin grand M. Ce qui me permet après de faire mes forces bien grandes et de ne pas avoir toutes les forces ici au-dessus qui commencent à s'y perdre, etc. Restons comme ceci et réfléchissons un peu. Comme on en aura besoin d'office, quels sont les angles tant qu'y être? Alors, pour la force de frottement, j'ai quelque chose comme ceci. J'ai un angle alpha ici et j'ai le même angle là, ce qu'on appelle les angles alternes et internes. Donc ici, j'ai de nouveau l'angle alpha. Vous pouvez le voir, c'est exactement le même, c'est une rotation de 180 degrés. Au lieu d'avoir tourné d'un angle droit, je tourne de 180. Lui, il se retrouve à l'opposé, ici, et lui aussi. Donc là, j'ai le même angle. Oui, puis je peux le translater là-haut, c'est le même angle. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme angle? Ici. Et pareil, cette fois-ci, j'ai tourné de 90 degrés vers le bas. Donc je me retrouve comme ça. Sachant qu'on a fait ça, bon, on peut continuer. Donc selon Y, j'ai moins NY, moins la force de frottement Y, égale, et on est selon Y, donc on est bien en statique. Voilà, vous voyez qu'en fait, c'est un peu spécial. Hein. Là, j'ai des forces de frottement qui me poussent vers le bas. Bah oui, bah, c'est dû au plan incliné.
peut calculer tout ça. Alors n sol, c'est clairement ce que je ne connais pas. Alors que ny, c'est n fois le cosinus d'alpha. En regardant mon schéma. Et fy, c'est la force de frottement fois le sinus d'alpha. Sans oublier encore une fois qu'on est dans le cas où on regarde des forces de frottement maximales. Et que du coup, j'aurai n sol qui est égal à n cos alpha plus mu s n sin alpha. Si on calcule ça, on va tomber sur 25 newtons. C'est pas du tout un hasard. Mais vraiment, vraiment pas du tout un hasard. Sauf qu'il me manque une force. Et vous m'avez rien dit. Je me disais bien que quand je calculais, ça ne donnait pas ça. Il manque quelle force? Il manque évidemment le poids. Qui vient ici. Moins PM. Donc ça, c'est ce qui vient de la masse au-dessus. La masse au-dessus, elle pousse sur moi vers le bas. Mais j'étais déjà tiré vers le bas par ma masse. Et donc ici, c'est plus m petit g. Et donc, je disais que n est égal à 25 newtons. N, ça a deux composantes. Il y a la partie qui vient de la masse petit m, et il y a la partie qui vient de son poids. Le poids de grand M, c'est 2 kg. Là, encore une fois, je ne l'invente pas, c'est quelque chose qu'on vous donne. Et donc, cet M-ci, il faut 2 kg fois 10, c'est-à-dire 20. Regardez ici, 25. Si on voyait ça comme un poids de 25 newtons, ça veut dire que c'est une masse de 2,5 kg fois petit g. Les 2,5 kg, c'est quoi? C'est mon coin, 2 kg, plus la petite masse dessus, qui était de 0,5 kg. Donc ça, c'est une manière dont vous pouvez vérifier vos résultats, voir si au moins vous êtes proche, parce que peut-être avec des erreurs d'arrondi ou quoi, mais mon sol, qu'est-ce qu'il sent sur lui? Il sent la masse du coin, 2 kg, plus la masse de ce qui est sur le coin. Un peu logique, si vous mettez un sac à dos sur vous et que vous allez sur une balance, le poids, ça va pas être juste votre poids, mais ça va être votre poids et celui de la balance. Et du sac à dos, pardon. Et donc là, en passant par ce système avec plusieurs éléments, on tombe sur ce résultat. Si on avait juste voulu chercher ça, on aurait pu dire, je regarde le poids total, et le poids total, c'est la masse totale du système fois petit g. Ça aurait été plus vite. Mais si on veut trouver plus de choses, dont l'accélération, dont les normales entre les deux masses, etc., on est obligé de passer par plusieurs systèmes. Et souvent, on va vous demander plein d'informations, donc c'est un bon réflexe de toujours passer par le gros système, par tous les petits systèmes, pardon, sachant qu'il y a toujours moyen de vérifier quand même une ou deux valeurs si on est bon. Et ici, 25 newtons, on est vachement bien parti, puisque ça ressemble à la masse totale des deux systèmes. Ça va, je vous trouve fort silencieux. Vous êtes encore en vie? Oui, monsieur. Ok, si vous êtes juste religieusement en train de me suivre, tant mieux. Ok, après selon Y, c'est selon X. Alors, je parlais avec le groupe avant qui disait qu'il y avait beaucoup de formules. Je trouve que la matière est pas évidente parce que c'est beaucoup de situations différentes, mais en termes de formules, il faut avouer qu'on fait quand même un peu tout le temps la même chose. Somme des forces égale ma, somme des forces égale ma, selon X, selon Y. De temps en temps, c'est égal à 0, mais c'est pas non plus un cours d'électricité où il y a plein de formules. Donc selon X, ici on est bien en dynamique.
Et il reste à regarder toutes les forces. Alors ici, je vais écrire F, mais je vais bien préciser, pour pas me perdre, que ce que j'étais en train de regarder, comme je regardais les frottements maximum, c'était la force minimale pour que ça marche, pour que ma masse reste en apesanteur. À laquelle je dois enlever Nx, rajouter la force de frottement selon X, et c'est tout. Et ceci, c'est bien égal à la masse, mais cette fois-ci, c'est mon coin qui bouge, donc c'est la masse du grand coin. Alors, je sais bien que tout bouge, hein. Donc, on pourrait dire, ah, bah, du coup, ça va être M plus M. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que ici, j'ai bien isolé mes systèmes. Je suis bien en train de regarder le coin, et donc je regarde la dynamique du coin. Et la dynamique du coin, c'est juste lui. Ok, donc ce que je cherche, c'est la force minimale. Très bien. Alors, je vais le garder en mauve. Et donc là, il ne reste plus qu'à remplacer. Ça va être Nx. Nx, on peut le voir sur le schéma, c'est N fois sinus alpha. La force de frottement, ça va être moins la force de frottement fois le cosinus alpha. Alors là, vous voyez, j'aurais pu déjà mettre mu Sn et tout. Quand même d'y aller un peu pas à pas. Plus vous y allez pas à pas, moins vous avez de chances de faire de grosses erreurs. Plus ça va être facile pour vous si vous avez quelque chose de louche de trouver où est votre erreur si vous en avez fait une. Et aussi, nous, ça nous permet, quand on corrige, de voir où est le problème. Et de voir si c'est vraiment une erreur d'inattention ou de compréhension. Vous voyez, si vous m'écrivez juste n cos alpha directement, je ne sais pas si votre problème, c'est parce que vous avez mal fait SOHCAHTOA et que vous avez mal choisi votre angle, ou si en fait, vous vouliez dire ny. Vous voyez, ny, c'est un problème de compréhension, de « Ah oui, là j'étais selon x, je ne vais pas prendre les forces selon y ». Par contre, et donc c'est une erreur ici. Par contre, se tromper ici, c'est juste une erreur « Ah oui, c'est trompé pour SOHCAHTOA ». Pour moi, cette erreur-là est plus grave que cette erreur-là. Parce que là, c'est vraiment de la physique, de la compréhension, nx et ny. Ici, bah, c'est de la trigono. Bon, c'est grave quand même, mais c'est moins grave. Donc, n'hésitez pas à donner un peu plus de détails quand vous faites ces exercices. Et donc, ici, j'ai plus MA. Et bah, tout ceci, comme on est dans des forces de frottement qui sont chaque fois maximales, ça va être égal à mu S fois N. Et le reste ne change pas. Et donc, il reste juste à remplacer ça par les valeurs qu'on a trouvées. Donc, N, on avait trouvé 4,55. Et je tombe. Alors, c'est un hasard hein, complet. Mais sur 4,55 newtons. Ce qui est la valeur que vous trouviez ici avec petit g égale 10. Voilà, la plus petite force avec laquelle je dois pousser ce coin, c'est 4,55 newtons. Ça veut dire que si je pousse en dessous, 4,54, 4,3, 2, 1, ma masse tombe. Ce qu'il faudrait trouver maintenant, c'est quand est-ce qu'on est dans l'autre cas, où la force est maximale. Là, on avait déjà fait le schéma pour ça. Vous le voyez là en haut, à droite. Vous voyez, mes forces de frottement ont changé, non seulement dans le système en rouge, dans le système de la petite masse M, mais aussi par action-réaction dans le système en bleu. Et donc, là, il va falloir bien faire attention à qu'est-ce qu'on doit changer. Le plus simple, pour aller le plus vite, c'est on a déjà écrit toutes les équations, il y a juste des petits changements de signes par-ci, par-là. Donc, ce serait de les refaire en changeant juste les signes qu'il faut.
Et donc je vais faire ça dans une couleur que j'ai pas encore employée, on va dire l'orange. Donc je vais juste noter ici, changeons les signes quand F est maximal. Donc quand F est maximal, ça veut dire que mes forces de frottement, elles changent. Alors ici, j'ai décomposé mes forces de frottement selon X et Y. Donc il va bien falloir faire attention de vérifier qu'est-ce qui se passe. Dans ce cas-ci, ma force de frottement là, selon X, et ma force de frottement est là, selon Y. Donc si on reprend ici l'équation selon Y de la statique, quand je disais que ma force de frottement selon Y, celle-ci, était positive, elle est vers le haut, ben ici on voit que c'est l'inverse, elle va vers le bas. Et donc dans ce cas-ci, j'aurai ici un moins. Et voilà, on peut commencer à tout propager. J'aurai donc un moins ici. J'aurai donc un moins ici. La passe trompée, c'est avec mu s sin alpha, donc le moins il est ici. J'ai donc un moins ici et un moins ici. Ce qui veut dire que dans le cas de la force minimale, j'avais 4,55 newtons. Mais dans le cas de ma force maximale, j'aurai, alors j'ai vu de taper à la calculette, j'aurai 10 newtons. Et donc, ça c'est vraiment le cas si on a Fmax. Alors que ce qu'on avait au-dessus, c'est si on avait Fmin. Et vous voyez qu'en fonction de ce que je fais, il se passe des choses assez intéressantes. Si je pousse très doucement mon coin, alors vous pouvez imaginer, mon coin il est très doucement poussé, il se déplace tout doucement. Eh bien, mon cube, il va rester à la même hauteur, donc il va venir ici comme ça. Ce cube, là, il est posé grosso modo sur le coin. Par contre, imaginons maintenant que j'avance super vite, je pousse très très fort. Alors mon cube, entre guillemets, il va être scotché, il va être écrasé, un peu comme quand vous accélérez en voiture, vous êtes écrasé contre votre siège. Ben, c'est ce qu'on voit ici avec ces équations-là. Si je pousse doucement, vous voyez ici je suis avec Fmin, on va rajouter de min d'ailleurs, je pousse très doucement mon coin, j'ai une petite normale, c'est-à-dire que je suis un peu posé sur le coin, 4,55 newtons. Sachant que normalement mon poids, petit m, c'est 5 newtons. Donc vous voyez que là, il n'y a même pas tout son poids qui est posé dessus. Il y a une partie qui part. Par contre, si je pousse très fort en dessous, ben là, j'ai 2 fois mon poids. On pourrait même dire une accélération de 2g. Il y a 2 fois mon poids qui est mis sur la surface. Et donc c'est là que c'est chouette de décomposer ça. Vous avez, avec vos deux systèmes, plein de petites informations sur, tiens, ma masse, comment est-ce qu'elle pousse sur mon coin. Et ben ici, elle pousse avec 10 newtons quand on pousse fort en dessous. Ok, maintenant pour la deuxième étape, ben, on peut propager. Et donc continuer. Je vais écrire ici en orange le cas Fmax. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de frottement devient négative et que N est égal à 10 newtons. Alors qu'avant, N était égal à 4,55 newtons. Donc, comme ma force de frottement change de sens, en X et en Y, ici je vais avoir un plus, ici je vais avoir un plus, ici je vais avoir un plus, et ici je vais donc avoir un plus. Là, l'erreur classique, c'est de ne pas oublier de remplacer N par 10. Il n'y a pas juste le signe qui a changé, mais
N aussi a changé, il vaut 10 maintenant. Et ici aussi, il vaut 10. Et donc ça fait 10 fois sinus 36,87 plus 0,5. Et donc ici, je tombe sur une accélération de 14 mètres par seconde au carré. Ceci, c'est évidemment le cas Fmax, alors que tantôt, on avait le cas Fmin. Attendez, j'ai fait une erreur, il me semble bien. Ça me semble louche. J'avais en tête une autre valeur qui était de 20. Hop, oui, c'est ça. C'est 20 ici. C'est juste une erreur à la calculette, il n'y a rien d'intéressant à comprendre. En fait, j'ai oublié de mettre tout ça en parenthèse. Comme ça. Hop là. Ok, donc on continue la même chose, les autres endroits. Donc ici, j'aurai un plus. Ici, donc si ça change de côté, ça devient un moins. Ça devient donc un moins ici. Pas oublier que n vaut 10. Et que du coup, ici, si je recalcule ça, j'ai 10 fois cosinus 36,87 moins 0,5 fois 10 fois sinus 36,87 plus la masse. Et là, vous remarquerez que ce qui est intéressant, c'est que je reste à 25 newtons. Bah oui, en soi, mon coin, il reste toujours avec sa petite masse posée dessus. Et donc, ce que ressent le sol, c'est toujours l'ensemble des deux masses. Ça ne va pas changer avec l'accélération. Ce qui change, c'est un peu la répartition. Vous voyez qu'ici, il va y avoir une plus grande composante qui vient du fait que cette masse, elle est écrasée. Mais du coup, c'est plus contrebalancé par les frottements. Et donc, ça revient au même. Et donc, ça, c'est le cas Fmax. Et ici, on avait le cas Fmin. Alors, une autre solution, plutôt que de remplacer tout ça, c'est de réécrire toutes les équations. Mais vous voyez que ça demande de réécrire beaucoup de choses. Si vous avez une feuille de papier, c'est pas un grand problème, parce que vous pouvez prendre votre feuille à gauche et recopier à droite. Moi, ici, sur un écran, c'est un peu trop compliqué. Donc, je vais continuer ainsi. Et le dernier endroit, on change les signes. Pas oublier que N, c'est 10 et que A, c'est 20. Et ça, si vous le tapez à la calculette, vous tombez sur 50 newtons. Ça, c'est le cas Fmax, sachant que juste avant, on avait fait le cas Fmin. Et donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que la force que je dois appliquer sur mon coin pour que ma masse reste comme ça en apesanteur au-dessus, elle doit être entre 4,55 newtons et 50 newtons. Pourquoi j'ai droit à cet écart de valeur-là? Parce qu'il y a des forces de frottement qui peuvent s'adapter. S'adapter jusqu'à 4,55 ou 50 newtons selon le sens, ni plus, ni moins. Est-ce que ceci est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai réussi à vous perdre ou est-ce que vous avez tout compris? Non, ça va. Ok, vous pensez quoi de cet exercice? Il est un peu long. Il est un peu long. Ah, on est d'accord, hein. Alors pour info, on a donné une fois cet exercice-là à l'examen. Mais comme c'était très long, on a demandé que de faire un cas. De faire que la cas force minimale ou force maximale ou quoi. Et déjà comme ça, si on vous donne un exercice comme ceci, il n'y avait pas de statique par exemple à cet examen-là. C'était déjà ça, ça prenait suffisamment de temps. Ok. Mais donc, monsieur, donc ça veut dire qu'à l'examen, il y a moyen qu'on nous donne ça, mais qu'on fasse qu'une partie, comme vous avez dit. Genre, trouver que la force minimale, par exemple. C'est ça, c'est ça. Aussi long, souvent trouver les deux forces et tout, c'est vraiment trop long. Ou alors on vous pose aucune autre question, quoi. Mais on n'aime pas poser qu'une seule question, donc Mais c'est monsieur, tout ça à... veut dire que. Pardon. Vas-y, vas-y.
qu'on doit faire qu'on doit trouver la force minimum ou maximum, c'est dit dans l'énoncé ou c'est nous qu'on doit choisir entre les deux? Souvent, on vous le dit, hein. À l'examen, on vous laisse rarement choisir. Euh, parce que si vous perdez du temps à choisir, à réfléchir. On vous dira juste trouver la minimale. Quelle est la force minimale pour que ça tienne? Et comme ça, vous êtes tout de suite parti. Et ça vous évite de faire 2 schémas et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Alors, ceci termine la dynamique. Donc, on va passer dans un chapitre complètement différent. Jusqu'à présent, vous voyez, c'était assez lié, hein, la statique et la dynamique. À la cinématique, il y avait des liens pour trouver. Là, on va partir dans un autre monde qui est l'énergétique. Avant ça, j'aimerais bien juste profiter, comme on a un peu de temps, pour parler un peu de l'examen avec vous. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures le plus tard possible. Ce qui est ennuyant pour nous, c'est que du coup, on ne sait pas trop ce qu'on peut choisir. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est des si. Alors, avec les collègues, on a décidé de dire qu'il y aurait 2 cas. On aimerait bien déjà pouvoir en choisir un, mais sans les directives de la ministre, on ne sait pas vraiment vous dire plus que ça. Et donc, il y a le cas où on pourrait revenir passer l'examen de janvier en présentiel. Alors là, ce sera un examen classique, comme ce qu'on vous avait montré pour les révisions de Toussaint. Un examen sur papier, vous avez grosso modo un exercice de statique dynamique, un exercice d'énergétique, un exercice de cinématique, un exercice de conservation de la quantité de mouvement et c'est tout. Et un peu de SI par-ci par-là, mais caché. Par exemple, on vous donne une valeur en kilomètres par heure, ça vous de la mettre en mètres par seconde, ce genre de choses. Ça, c'est l'idéal pour nous. Parce que c'est ce à quoi vous êtes le plus habitué, résoudre des exercices sur papier. Il n'y a pas vraiment de triche possible, vous êtes en classe en train de faire votre examen, et ça permet de bien interroger sur toute la matière et tout. Ça nous prend un peu de temps, mais bon, c'est un temps classique, quoi. Par contre, si la ministre dit il n'y a pas d'examen en présentiel, alors on a longuement réfléchi et on a décidé que dans ce cas-là, l'examen de mécanique, ce serait 100% un oral. Pour l'instant, c'est ce qui est noté dans la fiche de cours, sachant que c'est plus facile de passer d'un oral à un écrit que l'inverse. Et donc pour l'instant, on a mis ça dans la fiche de cours, mais sachez que ça peut encore changer. Si c'est un oral, on vous préviendra dès qu'on sait, hein, mais malheureusement, là, c'est pas nous qui décidons, c'est la ministre. Si c'est un oral, ça va se passer un peu comme le cours. Alors premièrement, c'est moi qui vous interroge, vous avez votre prof qui vous interroge, vous n'aurez pas Monsieur Van Larbeek, sauf si vous l'avez en TP. Et on va faire plus ou moins comme on fait en cours. C'est-à-dire que je vous présente une situation et je vous dis, OK, qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Et vous me dites, ah, bah, j'aimerais bien mettre les forces. Et je vous dis, ah, quoi comme force? Vous me dites, ah, le poids. Et puis je peux aussi vous induire un peu en erreur, hein. Je pourrais dire, ah, d'accord, et donc, je sais pas, hein, j'ai un plan incliné, une masse, et vous me dites le poids, et je vous dis, ah, comme ça le poids? Et vous me dites, non, non, monsieur, vertical, OK, super. Et voilà, on ferait ceci comme un oral, sachant que vous êtes 240. On peut pas vous faire un oral de 2 heures chacun, ou alors on se suicide à la fin des examens. Du coup, ce serait des oraux de 20 minutes. Dans un oral de 20 minutes, on n'a pas le temps de vous interroger autant en détail que lors d'un examen écrit. Du coup, les examens oraux, en fait, c'est souvent, il y a des études qui ont montré que ça donne les mêmes points qu'un écrit. C'est juste interroger différemment. Un écrit, on va vous interroger sur beaucoup plus de petites choses différentes, sur le fait d'être capable de résoudre des équations, etc. En oral, les questions seront un peu plus simples. Typiquement, vous voyez bien que si je vous pose ceci en oral, je ne vais pas commencer à vous demander de résoudre étape par étape et de prendre votre calculette et de taper à la calculette. C'est un cours de physique. Le fait que vous sachiez taper à la calculette, c'est important pour votre vie, c'est important que vous sachiez le faire. Mais si je devais faire un examen et que j'avais que 20 minutes, je vais évidemment pas avoir envie de vous coter sur la calculette.
Et donc, typiquement, ce qu'on va vous demander à un examen, c'est d'être capable de mettre les forces et d'écrire ce que j'appelle les premières équations. Et donc, les premières équations, typiquement ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord? Tout le reste, changer de membre, changer de signe et tout, s'il y a un oral, c'est pas les premières questions qu'on va vous poser. Typiquement, on s'est déjà dit avec les collègues, imaginons qu'un étudiant ait répondu tout bien à toutes ces questions-là, qu'on sera en train de lui mettre 16 sur 20 par exemple. Ben voilà, pour faire la différence entre 16, 18 et 20 sur 20, peut-être qu'on vous demanderait de faire un peu de maths à la fin. C'est d'ailleurs ce que je vous avais expliqué, hein. Quand on vous cote à l'examen, on met beaucoup de points sur les forces. Typiquement, sur un exercice comme ceci, c'est 1,5 point par force. Vous voyez déjà le nombre de points que ça donne, vu le nombre de forces. Mais en plus, on donne plein de points pour les équations et la bonne projection avec les bons signes. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de reproduire à l'oral. Essayer vraiment de reproduire ce qui nous intéresse le plus, c'est la physique. Alors pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que j'ai envie que vous soyez un peu... C'est très important pour moi que quand vous suivez le cours, vous savez comment vous préparer pour l'examen. Et c'est pas la même chose de se préparer pour un oral que pour un écrit. Et donc, essayez d'interagir un maximum quand je vous pose des questions ou quoi, ou même si vous répondez pas à haute voix, de réfléchir dans votre tête, parce que votre oral risque un peu de se passer comme ceci. Et comme c'est moi qui vous interroge, c'est aussi utile de connaître son interrogateur, de savoir, tiens, quand je pose ce genre de questions, qu'est-ce que j'attends comme réponse, etc. Ça vous simplifiera la vie. Par écrit, ben, normalement, vous voyez les énoncés écrits. C'est pour ça que parfois, quand on était en présentiel, je vous disais, ben là, lisez vous-même l'énoncé, c'est pas moi qui vais vous le présenter. À l'oral, c'est différent. C'est moi qui vous le présente, mais c'est à vous de suivre quand je vous demande de mettre les forces, etc. Voilà. Maintenant, comment ça va se passer, je ne sais pas vous en dire plus. Ce qui semble de plus en plus clair, c'est que l'interro de Toussaint, qu'on avait reporté en décembre, va être annulé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, votre examen, au lieu d'être sur 50% et 30% l'interro, 20% la cotation permanente, ce sera 80% l'examen et 20% la cotation permanente. Monsieur, Oui, est-ce que vous savez si les autres interros qu'on n'a pas encore passés, est-ce que ce sera aussi, est-ce qu'ils sont aussi à jour, genre, enfin, on va comme les faire ou bien on va pas les faire aussi? dans les autres cours, tu veux dire? Ouais, dans les autres cours. Ça dépend d'un cours à l'autre. Ça, je sais vraiment pas te dire. Je sais vraiment pas te dire. Nous, la raison pour laquelle on a décidé d'annuler, c'est que tu vois, on veut pas faire passer l'examen de mécanique à distance par écrit. Parce que c'est beaucoup trop facile de tricher. Et donc, organiser l'interro de tout ça en oraux, ça veut dire que la dernière semaine de décembre, on fait des oraux non-stop. Et en gros, on n'a pas envie. Tout simplement. D'accord. Euh, et aussi, en fait, bon, l'autre raison, c'est que ça veut dire que l'intérêt de tout ça, de base, c'est pour vous forcer à voir la statique et la cinématique un peu, mais surtout la statique avant qu'on commence la dynamique. Comme ça, vous êtes drillé, moment de force, somme des forces égale 0 et tout. Et là, on se dit, vous drillez sur la statique, alors que maintenant, on a fait plein de dynamique et tout. Ça servirait pas à grand-chose, quoi. Donc voilà, vous n'allez pas avoir cet interro-là à la fin, ça vous met un peu moins de pression là-dessus aussi. Et comme ça, vous pouvez plus mettre le coup sur la cotation permanente et les points bonus si vous les avez pas encore finis. Ok, ça va. Ce qu'on va peut-être faire, mais à prendre avec des pincettes, si jamais l'examen est en oral, ce qu'on va peut-être faire pour soulager la session, parce que comme je disais, c'est vraiment beaucoup d'euros, c'est dire que si des étudiants veulent passer l'examen oral avant décembre, donc la dernière semaine, juste avant, là où il n'y a pas cours ou juste quelques cours, vous pouvez sous base volontaire. Donc si jamais vous me dites, moi monsieur, j'ai bien étudié mes cas toute l'année, j'aimerais bien le passer le 18 décembre, comme ça je suis tranquille et je ne le passe pas en session, on vous donnera cette possibilité-là si ça devient un oral. Sachant que bon, c'est pas une obligation, hein. C'est vraiment si pour vous, vous vous dites, ben là je suis prêt pour passer le cours, j'ai pas envie de qu'il se passe 2 semaines et tout, et comme ça j'aurai une session un peu plus light, on vous donnera cette possibilité-là. Mais comme je dis, voilà, il y a beaucoup de si.
On vous dit quoi dès qu'on sait, mais peut-être que ce sera que le 10 décembre, et ça j'aime pas trop, mais on vous dit quoi dès qu'on sait. D'accord. Ok. Alors, nouveau chapitre, l'énergétique. Alors l'énergie, moi j'aime beaucoup tout ce qui est animé, film, roman, science-fiction, et dans tous les romans ça a l'air vachement cool, l'énergie. Hein, parfois ça fait un peu la magie et tout. Malheureusement en physique c'est moins magique. Et donc juste pour éviter les amalgames, pour se dire parfois que l'énergie ça a un côté mystique, le feu c'est de l'énergie et tout. L'énergie en fait c'est juste Dieu quand il a créé le monde qui a dit ok je vous donne 100 points. Et vous avez que 100 points pour faire tout ce que vous voulez faire. Ces 100 points ils vont jamais monter, ils vont jamais descendre. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Ça veut dire que j'ai toujours 100 points pour l'ensemble de l'univers. Par contre, donc ça veut dire quoi? Donc le total d'énergie ne varie pas. Par contre, je peux effectuer des transferts d'énergie. Ces transferts, ils peuvent se faire entre deux personnes, mais ils peuvent aussi se faire entre des types d'énergie. Je peux transformer un type d'énergie en un autre. Le premier exemple, c'est un objet qui tombe. Imaginons que vous avez quelqu'un qui marche ici le long de la falaise, tranquille, et puis que tout d'un coup il se retrouve là. Cette personne, elle a déjà un certain nombre de points. Disons 100 points. Ça, c'est son énergie. Alors l'énergie, l'unité c'est des joules, donc on va dire maintenant 100 joules. Cette personne, elle a 100 joules d'énergie. Quelle est l'origine de cette énergie? C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est l'énergie qui est due à la gravité. Alors potentiel, c'est quand on a un champ. Je pourrais avoir une énergie potentielle électrique, électromagnétique. Ici, je suis vraiment dans un champ, ça veut dire que vous êtes, tous les objets autour de vous subissent cette force, si vous voulez. Ici, tout le monde est attiré par la gravité. Je suis dans le champ de gravité de la Terre. Et le fait d'être en hauteur, on a une énergie. Plus je suis haut par rapport au centre de la Terre, plus j'ai d'énergie. Rien que le fait d'être en hauteur. Cette énergie, qu'on va appeler EP pour énergie potentielle, c'est la masse. Plus quelque chose est massif, plus il va avoir de l'énergie. Comme c'est lié à la gravité, ça va être petit g, en fait ça c'est le point, hein, fois la hauteur. Ça c'est une première formule à connaître. L'énergie potentielle gravitationnelle, qu'on va souvent appeler juste mon énergie potentielle, c'est mgh. Par exemple, ici ça pourrait être quelqu'un de 10 kg. Allez non, on va prendre une vraie valeur. Quelqu'un de 70 kg. S'il se trouve à 3 mètres de haut, c'est quoi son énergie potentielle du coup? C'est sa masse, C'est 70 kg. ça. Ouais, c'est ça.
700 newtons, ça c'est son... Mais son énergie potentielle, ça dépend de sa hauteur. Et donc ici, ça va être 210 joules. D'accord? 700 x 3, 2100, pardon. 2100 joules. Donc là, en fait, si vous voulez, il a Monsieur 2100 points. Oui, Quand le bonhomme, en fait, il va tomber, il va transformer toute l'énergie potentielle en énergie cinétique, c'est ça, non? exactement, exactement. Ok. Donc là, c'est ce qu'on va appeler, c'est très important en énergie, de fixer des moments. Et donc ça, c'est ce que je vais appeler le moment 1. Je suis en haut, et là, l'énergie de mon bonhomme, il a 2100 joules d'énergie potentielle, du fait qu'il est en hauteur. Et comme tu viens de le dire, mon bonhomme, il va tomber. Ce qui est très intéressant, c'est que peu importe comment il tombe, peu importe s'il est en train de tourner, s'il part comme ça, s'il revient là, à un moment, c'est le moment 2, mon bonhomme, il est en bas. Juste le sol. Donc on va dire je suis à 1 micron du sol. Là, son énergie potentielle, elle vaut 70 fois 10 fois 0, puisque je suis à une hauteur de 0. Ça fait donc 0 joules. Or, je vous ai dit que l'énergie, elle doit être conservée. Si j'avais 2100 joules ici, je dois avoir 2100 joules ici. Mais mon énergie potentielle, elle est partie. Mais je ne peux pas avoir de perte d'énergie comme ça, qui disparaît. Tout comme je ne peux pas avoir de création d'énergie. Il y a énormément de faux articles sur Internet qui parlent de gens qui ont trouvé comment créer de l'énergie à partir de rien et tout. C'est juste pas possible. C'est une loi fondamentale de la physique. Vous ne pouvez pas créer de l'énergie à partir de rien. Il y a moyen de créer de l'énergie facilement pour l'être humain. Typiquement, c'est ce qui se passe avec les cascades, hein. Il y a de l'eau ici qui tombe. Bah, je récupère cette eau. Mais cette eau, elle a été créée d'une certaine façon. Qu'est-ce qui a monté l'eau? Ben, c'est l'évaporation et tout. Et qu'est-ce qui crée l'évaporation? C'est l'énergie solaire. C'est le soleil qui vient chauffer la Terre. Et donc, c'est grâce au soleil qu'on vit. Et le soleil, c'est une immense source d'énergie. Mais en soi, il va s'éteindre un jour. C'est juste que c'est tellement immense que d'un point de vue humain, c'est infini. Mais donc, cette énergie, elle peut pas disparaître comme ça. Elle va devenir de l'énergie de mouvement. Donc ça, c'est la deuxième énergie qu'on voit. C'est l'énergie cinétique. Et ici, on va en ligne droite. On va supposer qu'on descend tout droit. C'est l'énergie cinétique de translation. Mon bonhomme, il tombe tout droit. Qu'on appelle EC, qui vaut 1/2 la masse fois la vitesse au carré. Donc ici, mon bonhomme, il a une énergie cinétique d'1/2 mv carré. Et je sais que ça doit valoir 2100 joules. Comment est-ce qu'on va les... La conservation de l'énergie, c'est de dire que l'énergie en position 1, ce 1 là, va être égale à l'énergie en position 2, 2 là. C'est quoi l'énergie en position 1? C'est ce qu'on appelle l'énergie totale ou l'énergie mécanique, hein. C'est une question de nom. Ben, mon énergie en 1, c'est mon énergie potentielle en 1 plus mon énergie cinétique en 1. Et ça doit être égal à l'énergie en 2, mon énergie totale, on va dire, qui vaut l'énergie potentielle en 2 plus l'énergie cinétique en 2. Ici, on avait vu qu'en haut, j'étais à 2100 joules. Et j'étais à l'arrêt. Ma vitesse en haut, je venais de tomber ici, ma vitesse valait 0, et donc mon énergie cinétique en haut, c'était 0 joules. Par contre, en bas, ma vitesse en bas, ben, elle est différente de 0. J'ai une certaine vitesse. Et donc, je vais pouvoir écrire ici que en bas, mon énergie potentielle vaut 0, mais j'ai une vitesse 1/2 mv carré. Si je résous ceci, ça fait v carré égale
2 fois 2100 divisé par la masse. Et donc j'ai que V est égal à racine de 4200 divisé par la masse, c'était 70 kg. Donc ça fait 420 divisé par 7, ça fait racine de 60. Et racine de 60, ça je sais pas par cœur combien ça vaut. Ça vaut 7,75. Bon, j'ai un peu trop étriqué. Je vais la faire ici. « 7,75 mètres par seconde. Ce qui fait, à la grosse louche, 30 km par heure. Donc, ici, ce qui est super cool avec l'énergie, c'est qu'en 5 secondes, là ça a pris plus de temps parce que j'ai expliqué le concept, 5 secondes, j'ai trouvé quelle est la vitesse à laquelle je vais toucher le sol. Sans avoir commencé à faire de la dynamique en disant « Ah, j'ai une accélération de 9,81 mètres par seconde carré, sachant que ma position initiale c'est 0 et que ma position finale c'est 3 mètres. Quelle est la vitesse à laquelle j'arrive en bas? Quel est le temps de chute, etc. » Ici, je peux trouver la vitesse finale d'un coup. C'est pour ça qu'on termine toujours par l'énergétique. Sinon, vous n'allez jamais avoir envie de faire les exercices qu'on vous présente avant. Sachant que à l'examen, il y a des exercices qui sont résolubles que avec de la dynamique ou que avec de l'énergétique ou quoi. Par exemple, si je vous demande la tension dans une corde, c'est une force, il faudra faire de la dynamique. Mais s'il y a un exercice comme ça que je vous demande, tiens, quelle est la vitesse à laquelle la personne touche le sol, vous pouvez choisir. On ne va jamais vous imposer de le faire en dynamique ou en cinématique. On va juste vous dire à quelle vitesse ça tombe le sol. Vous le faites en dynamique ou en énergétique, tout me va. Je vous conseille l'énergétique, c'est plus rapide. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur la conservation de l'énergie et le fait vraiment que ça n'a rien de... Il n'y a pas vraiment d'explication à l'énergie en fait. Il n'y a pas de... C'est comme ça. On a... Dans l'univers, il y a une quantité qui est conservée. On a décidé de l'appeler énergie et tout ce qu'il peut y avoir, c'est des transferts. Soit une transformation au sein d'un objet, mon énergie potentielle devient de l'énergie cinétique, soit je peux donner de l'énergie à quelque chose. Typiquement, je peux monter de l'énergie en haut d'une colline ou quoi. J'augmente l'énergie de l'eau, bah, je vais dû fournir ça. Et elle vient d'où l'énergie? Bah, j'ai consommé avec mes jambes des calories pour bouger, etc. C'est clair ça? Oui? Non? Oui. Ok. Vous aviez déjà tous vu ça, énergie potentielle gravitationnelle et énergie cinétique de translation? Ou pas? Moi, oui, un peu. Alors, autrement dit, est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas encore vu ça? Non, jamais. Jamais? Ok. Alors là, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, il va y avoir plein de petites formules qui vont venir, mais ça, ce sont les plus importantes. Ok. Alors, pour aller un peu plus loin, imaginez, on va plutôt faire ça comme ça. Imaginez une voiture. Ma voiture, elle a une certaine vitesse. Disons 10 mètres par seconde. Ça veut dire qu'en 1, son énergie, c'est 1/2 mv carré, plus son énergie potentielle, mgh. Là, il faudra à chaque fois regarder un peu ce qui se passe comparé à 2.
en deux, j'ai ma voiture, qui a des plus petits trous pour une raison inconnue, qui s'est arrêtée. Ça veut dire que quand les deux, elle a freiné. Voilà, ici j'ai une distance D sur laquelle j'ai freiné. Disons sur 30 mètres. Donc voilà, j'ai ma voiture, roule à 10 mètres par seconde, et puis je sais pas, il y a un piéton qui passe, il y a un feu rouge, je freine sur 30 mètres. Mon énergie en 2, c'est la même formule, c'est 1/2 mv carré plus mgh. Alors on peut commencer à remplacer. La masse, on va dire que c'est 1 tonne, comme ça c'est des beaux petits chiffres. Petit g, on va continuer à employer 10 mètres par seconde au carré. Donc ici j'ai 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Ça j'en parle après. Et à gauche, ma vitesse vaut 0. Alors l'énergie potentielle, c'est une énergie un peu spéciale. C'est une énergie qu'on appelle relative. Alors en fait, il y a moyen de dire qu'elle est absolue, mais dans notre cas, elle va être relative. C'est-à-dire, c'est quoi une énergie absolue d'abord? Alors absolue, ça veut dire qu'il ne dépend pas d'une référence. Typiquement, je vais vous parler en termes de chemin. Imaginons que je veux vous expliquer comment venir de l'ISAT à chez moi. Le chemin relatif, c'est en partant de l'ISAT. Je dis, ah bah, par rapport à l'ISAT, vous sortez de l'ISAT, puis là vous allez à droite, vous allez passer vers delta, et puis là vous prenez la deuxième à gauche, et etc. etc. Ça c'est en relatif, je dis par rapport à où j'étais. Le chemin absolu, ce serait les coordonnées GPS. Je suis en latitude autant, longitude autant. Pour l'énergie cinétique, c'est absolu. Je vous donne la vitesse, j'ai une énergie. 10 mètres par seconde, c'est 1/2 fois ma masse fois 10 mètres par seconde au carré. 100 mètres par seconde, c'est 1/2 fois ma masse fois 100 mètres par seconde au carré. MGH, c'est pas absolu. Parce que la hauteur, ça veut rien dire. Ici, je suis au niveau de la mer. Je pourrais donc dire que je suis à 0. Oui, mais par rapport au centre de la Terre, je suis à, je sais pas combien en fait, honnêtement. J'aurais dû regarder ça avant de donner le cours, mais je suis, je sais pas moi, à 1000 km du centre de la Terre. Et donc, l'un dans l'autre, la hauteur, c'est toujours par rapport à un système de référence. Et on en avait déjà l'habitude, hein. Quand on regardait des objets qui tombent, on disait, OK, ça c'est 0, ça c'est 3 mètres. Alors que pour la vitesse, on n'a jamais mis de système d'axe, ça c'est la vitesse 0, ça... Non. Ici, pour la hauteur, bien. Et donc la première chose qu'on va faire dans les exercices d'énergétique, c'est de définir le niveau 0. Et typiquement pour ça, on peut faire un système d'axe. Ça c'est le niveau. Je ne sais plus écrire. Ça c'est mon niveau 0. Dans l'exercice précédent, j'en avais pas parlé, mais en fait, là j'ai mon niveau 0, et là je suis en H égale 3 mètres. C'est ce qui m'avait permis de dire ici que j'étais en masse fois G fois une hauteur de 0. Il faut savoir que cet exercice marche très bien aussi si j'avais dit que mon niveau 0 est là. Je vais le faire rapidement. Tantôt, à gauche, on avait E1 qui était égal à mg fois 3 mètres. Et ça, c'est égal à E2 par conservation d'énergie, d'accord? Alors, je vais le faire sans l'énergie cinétique, mais juste pour vous faire comprendre. J'avais mg fois 0. D'accord? Donc ici, la différence entre les deux termes, si je simplifie m et les g, c'est j'ai 3 et 0. Donc en somme, j'avais 3 de plus à gauche.
si jamais je m'étais mis ici en 0, en disant là je suis à 1 mètre, et là je suis à 4 mètres. Alors mes équations deviennent ici j'étais à 1 mètre, ici j'étais à 4 mètres. Mais vous voyez que 3 égale 0, bon, plus l'énergie cinétique ici, hein, ou 4 égale 1 plus l'énergie cinétique, si je fais passer le 1 de l'autre côté, 4 moins 1, ça fait 3. Et donc, c'est encore la même chose qu'avec mon système d'axe. Je peux choisir mon niveau 0 où je veux, tant que c'est le même pour tous les cas. Et donc, ça va être la première chose qu'on va faire quand on va regarder ce genre d'exercice, c'est en fait choisir un système d'axe. Sauf que chaque fois, la motivation est différente. Pour les forces, c'était pour bien choisir X et Y. Pour la cinématique, c'était pour bien choisir la position 0, le sens des axes. Ici, c'est juste pour l'énergie potentielle. Savoir qu'est-ce qu'on considère comme hauteur 0. Est-ce que c'est clair ça, que vous pouvez choisir vous-même votre niveau, qu'après vous devez juste être cohérent dans vos formules ou pas? Oui, c'est clair. Mais monsieur, j'ai une petite question. Si par exemple, au lieu de 4, là, on met 0, et en dessous, par exemple, on met moins 4, ça reste juste ou faux? Ah bah, on va le faire. Imaginons qu'on mette le niveau 0 ici. Alors ton énergie en 1, c'est 0. T'as pas d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai 1 demi m, j'ai pas de vitesse au carré, plus mg, et je suis au niveau 0. Donc ça, ton énergie en 1, c'est 0 joules. Du coup, que vaut mon énergie en 2? Elle vaut 1 demi mv carré. Le but, c'est de trouver v, donc on ne va pas y toucher. Et puis la seule chose dont il faut faire bien attention, c'est que plus je monte, plus j'ai d'énergie potentielle. Donc plus je suis haut, plus mon énergie est positive. Et donc là, j'ai pas le choix. Mon système d'axe, il doit toujours être vers le haut. Et donc ici, mon bonhomme, on ne peut pas dire qu'il est en 3. Il va d'office être en moins 3. Parce que là-bas, on a moins d'énergie en bas. Et donc, ça va être m fois g fois moins 3. Et donc, j'aurai comme équation 0 égale moins mg3 plus 1 demi mv carré, ce qui revient exactement à la même chose que quand j'avais fait mg3 égale 1 demi mv carré. Ça répond à ta question? Ah oui, oui, je vois. Merci. Ça va? Donc voilà, il y a le niveau et de fait le sens qui doit toujours aller dans le sens opposé à la gravité. Ok, ça je vais enlever pour pas perturber non plus trop. Hop. Voilà, donc en fait, c'est plus ou moins dans les cours de physique, on doit vous dire les compétences qu'on travaille. Et dans les compétences, il y a la rigueur. Et la rigueur, c'est le fait de se rendre compte aussi que dans un exercice, il faut choisir une convention. Et ça va marcher dans tous les cas, mais bien s'y tenir. Et c'est ça aussi qu'on essaye de travailler avec vous. Ok. Alors donc, ici, je voulais juste vous dire donc que si je choisis mon niveau 0 là, ça me permet de dire que ici j'ai plus 0 et plus 0 à droite. Vous voyez, MGH et MGH. Mais en soi, j'aurais pu dire que j'étais à 1 mètre. Et alors, j'aurais eu MG1 ici. Et j'aurais eu MG1 ici. Et vous voyez, quand j'aurais égalé les deux équations, ces deux termes se seraient annulés. Et donc, très souvent, on choisit un niveau 0 qui vaut 0. Comme ça, c'est plus simple. Mais c'est pas dramatique non plus. Et donc ici, vous voyez que mon énergie en 1, j'avais dit qu'elle était égale à l'énergie en 2. Alors, je sais bien qu'il est l'heure, j'ai vite terminé, ça va vraiment pas être long. Mais ici, j'ai pas conservation de l'énergie pour ma voiture. C'est là que c'est vraiment important les mots. J'ai dit que l'énergie au niveau de l'univers était conservée. Je peux avoir des transformations d'énergie au sein de moi. Je transforme une énergie potentielle en cinétique. Mais je peux aussi avoir des transferts avec l'environnement. Et donc la formule complète de l'énergie,
c'est ceci. L'énergie au moment 1, c'est l'énergie au moment 1 est égale à l'énergie au moment 2, sachant qu'il y a eu un travail pour aller de 1 à 2. Ce travail, c'est les forces de frottement. En fait, on va chauffer mes plaquettes de disque, déformer mon pneu, arracher la gomme. Tout ça, ça fait chauffer, déformer. Tout ça, ça libère de l'énergie. Et donc, ma voiture, elle perd de l'énergie. Mais cette énergie, il n'est pas perdu. Il va autre part. C'est juste que c'est une énergie qui, d'un point de vue humain, n'est pas utile. On n'en a rien à faire que mes plaquettes de frein chauffent. Même si c'est employé dans certains systèmes. Dans certains trains, c'est employé pour réchauffer de l'eau et ce genre de trucs. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'était juste une introduction. Le livre que vous allez voir, ça va être le même type d'introduction. Donc comme on avait un peu d'avance, je me suis dit que comme ça, votre livre, ce serait un peu plus facile à suivre. Et donc pour le livre, essayez peut-être de commencer tout de suite par l'exercice, si vous avez bien compris ça. Comme ça, vous gagnez un peu de temps. Voilà, moi j'arrête ici. Je vous souhaite une bonne semaine. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la semaine ou maintenant, évidemment. Et voilà. Merci, monsieur.